Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Benoît Zint. Architecte membre du collectif Studio Lada à Nancy, il développe depuis quelques années une pratique qui conjugue finesse constructive, ancrage local et mise en œuvre de matériaux biosourcés. On lui doit de nombreux projets remarqués et même quelques distinctions, mais surtout une constante, replacer le chantier au cœur de l'intelligence collective, et parfois au sens littéral comme nous allons le voir. Il vient nous présenter un retour d'expérience passionnant, la réalisation participative de briques de terre crue en marché public à travers le projet du siège intercommunautaire de Moselle et Madon. Un chantier où l'on fabrique 18 000 briques d'adobe à plusieurs mains, où l'on questionne les règles de la commande publique, où l'on pose avec les contraintes acoustiques, sismiques et assurantielles, et où, malgré tout, la créativité trouve son chemin. Pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Mathias Knoblor, architecte et co-animateur du groupe Sud-Alsace et j'ai le plaisir d'animer ces revues de projet. Ces rendez-vous bimensuels existent pour ça. Partager, questionner, se nourrir de l'expérience des autres et progresser ensemble vers une conception plus sobre, plus ingénieuse et plus joyeuse aussi. Pour que la séance se déroule dans les meilleures conditions, je vous invite comme toujours à couper vos micros pendant la présentation, à noter vos questions et à lever la main au moment des échanges. Et maintenant, je laisse la parole à Benoît pour son récit de chantier. Je vais surtout vous parler de l'aspect construction en terre crue, briques d'adobe, chantier voilà, sous la forme d'une expérience un peu particulière qui a été celle de ce projet. Donc, il s'agit d'une commande assez courante en marché public. C'est un siège de communauté de communes dans un territoire sur un de ces paysages qu'on connaît par cœur dans nos régions, avec un peu d'Intermarché où je me trouve actuellement, un peu de stations d'épuration, un peu d'entrepôts artisanaux, une compagnie de bus privée ici. Là, sous la petite flèche qui bouge, les services techniques de la communauté de communes, et puis une grande parcelle adjacente avec un bord de canal qui était au départ une entreprise de fabrication de mobilier urbain en béton. Donc il y avait un grand entrepôt en lieu et place de ce grand rectangle que vous voyez là, qui est le bâtiment. Donc l'image principale du projet, avec donc ce bâtiment qui forme un angle. On cherche à trouver des vues de ce côté-ci et faire ville dans un quartier qui est quand même assez disparate. L'intervention en terre, elle a lieu à l'intérieur du bâtiment, pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard. Je vais vous montrer tout de suite un plan de rez-de-chaussée. Donc, ce grand bâtiment, comme je viens de vous l'expliquer sur cette parcelle, c'est un très grand rectangle avec une enveloppe, tout est en structure bois globalement. Et l'intervention en terre, elle était assez pertinente sur ces deux grands longs murs de refend qui viennent cerner un atrium central. En fait, le bâtiment est très simple c'est une typologie de bâtiment qui est assez courante. C'est un bâtiment avec atrium central. Donc, ce grand atrium central est, euh, consiste en des circulations type passerelle qui desservent donc en R+1, des deux ailes de bureaux et salle de réunion, donc côté est et côté ouest. Donc le bâtiment, il cherche à optimiser évidemment la course du soleil, de ne pas trop donner de façade au sud ni au nord, donc qui sont les pignons. Et ce grand atrium central est donc cerné de part et d'autre par deux grands murs de refend dont on s'est posé la question d'utiliser un matériau lourd qui ne serait pas du béton et qui serait de la terre. À l'époque, on ne connaissait pas grand-chose en terre, en construction en terre, donc on est allé se former chez Amaco. Et c'est vraiment à partir de cette formation que les choses ont découlé assez naturellement. Je vais vous expliquer comment. Donc là, vous voyez en élévation un de ces deux grands murs de refend que je viens de vous décrire par le plan. Vous y voyez aussi les trois prises de jour et d'air que sont ces trois flamandes. On appelait ça des flamandes parce que c'est une typologie qu'on retrouve dans le vernaculaire dans les fermes lorraines. Et donc, voilà, il y a ces deux très, très longs murs de refend qui, au-delà de l'aspect thermique que je viens d'aborder, avaient aussi un impact assez fort du point de vue de la spatialité du bâtiment, puisqu'ils accompagnent tous les déplacements côté circulation et on les retrouve dans tous les bureaux et salles de réunion en cloison intérieure.
Donc il y avait aussi un enjeu esthétique et architectural à essayer de qualifier ce mur avec quelque chose de particulier. Alors, donc on est allé se former chez Amaco, et assez rapidement, là, je vous montre une autre vue extérieure, depuis le jardin de pluie, là, voilà, ça c'est en cours de finition en ce moment. Et donc ce qui s'est passé, c'est on a été étudier ce que c'était que la construction terre, parce que pas si simple que ça en réalité, surtout dans une région où il n'y a pas vraiment de tradition de construction en terre. Vous l'avez peut-être plus en Alsace avec la tradition du torchis et dans les maisons alsaciennes. Côté lorrain, c'est un petit peu plus rare, pour ne pas dire inexistant. Donc il a fallu, pour ainsi dire, partir de zéro, ce qui était assez grisant par ailleurs. Donc là, on retrouve ces parois. Et comme c'était le premier exercice en construction de terre, on s'est dit on ne va pas se mettre tous les objectifs du premier coup, on va déjà s'en tenir à faire des murs autoporteurs. C'est-à-dire que chacun de ces murs qui vient en doublement d'une structure bois, qui était tellement évidente à faire en structure dans le cadre de la conception générale du bâtiment, donc un montant tous les mètres en l'occurrence, qu'on s'est dit ce serait bien se priver de, de simplicité que de vouloir rendre absolument porteur ce mur de refend. Ce qui, avec le recul, a été une idée lumineuse. Tout simplement parce que, alors au-delà des difficultés qu'on aurait eu à justifier de la capacité porteuse de murs en briques d'adobe, parce que c'est des briques d'adobe, donc non stabilisées, on aurait très bien pu y parvenir, d'autres y sont parvenus. Simplement, nous, c'était notre première expérience, donc on voulait y aller crescendo. Et deuxièmement, le volume de briques à produire aurait été au moins 2 fois supérieur, puisqu'aujourd'hui, je vais y venir, on a une épaisseur de paroi qui fait 13 cm. Voilà, le principe du mur, il est assez simple. Moi, je l'avais déjà expérimenté dans le cadre d'une maison de santé pour laquelle j'avais utilisé une pierre de façade autoporteuse de 15 cm d'épais en doublement d'une enveloppe en mob assez classique, donc avec cette fois un vide ventilé. Là, en l'occurrence, ce n'était pas nécessaire. L'idée, c'est de dire on utilise la brique comme une paroi et on vient l'appuyer sur la structure bois qui est extrêmement économique, évidente et qui nous règle beaucoup de sujets. Et donc, le 13 cm d'épais, ça a été un calcul acoustique. C'est-à-dire que pour avoir un affaiblissement réglementaire entre un bureau, une salle de réunion et la circulation, il nous fallait une certaine épaisseur d'une masse de ce type-là. Donc, on a donné à l'acousticien les valeurs de densité d'une brique d'adobe et il nous a dit qu'il fallait 13 cm. Et c'est là où l'adobe s'est avéré être une bonne solution puisqu'elle est très souple. Elle vous donne les dimensions que vous voulez à la brique, en fait. Donc, nous, partant de ce 13 d'épaisseur, on a ensuite déduit le 30 de long parce qu'on voulait qu'elle soit assez allongée et le 7 cm d'épaisseur parce qu'on voulait que le total fasse moins de 5 kg. Moins de 5 kg pour qu'elle reste facilement manipulable. Alors, une fois qu'on avait une fois qu'on avait mis en place ce calibre, parce que, alors à partir de là, on a eu besoin de chercher des endroits où trouver de la terre. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de filière préexistante en construction de terre. Et donc, Amaco a pas mal l'habitude dans ces situations-là, et on a assez rapidement, on s'est rapproché des carrières du coin. Et l'une d'entre elles, c'est dommage, j'ai pas la photo, mais en gros, l'une d'entre elles, c'est un. En fait, il a fallu assembler 2 terres, puisque une terre seule, on la trouvait pas dans la bonne composition, celle qui allait pouvoir tenir sans cuisson, sans stabilisation. Donc, ces 2 terres, elles ont été, c'est un peu l'ironie du sort, elles ont été trouvées chez le cimentier du coin, figurez-vous. Tout simplement parce que le plus gros employeur de la Comcom ici, c'est une cimenterie. Et les cimenteries puisent dans leurs recettes qui fabriquent le ciment dans des couches géologiques dont certaines sont plus ou moins argileuses. Et vous voyez, ça ce sont les 2 terres qu'on a assemblées pour avoir la brique
avec donc cette possibilité de ne pas cuire, de ne pas stabiliser la brique. Donc pour ça, il a fallu faire des essais, combien de pourcentage de l'une, combien de pourcentage de l'autre, combien d'eau et combien de paille hachée, parce qu'il y a aussi de la paille hachée qui constitue une fibre naturelle au mélange. Donc c'est assez rigolo parce que le cimentier, il a bien compris on voulait faire un peu la nique au béton. Et quelque part, ça les intéressait intellectuellement de voir que il y avait une évolution aussi de la construction dans l'avenir et que sans doute qu'eux allaient devoir s'y frotter. Et aussi, dans le cadre de leur bonne relation avec la communauté de communes, ils se sont portés volontaires pour approvisionner le chantier d'autant de volume de terre qu'on aurait besoin. Donc, cette terre un peu rouge qui est sablonneuse, qui est un stérile, qui apporte plutôt le mélange en sable, et cette terre plus noire, qui est une terre plus argileuse, qui, l'ensemble, constitue ce qu'on attendait, enfin en tout cas ce que Amaco attendait dans le cadre de ces tests. Donc on a envoyé des échantillons à Grenoble, hein, ça tient dans un petit colis comme ça, et puis ils nous ont renvoyé la recette. La recette, c'est un tableau qu'on a mis au mur, qui dit étape 1, mettre le seau complet de trucs, seau complet d'argile, etc., etc., mettre de l'eau, étape machin, nombre de bétonnières réalisées. Donc ça, c'est le process qui est issu de ce que je viens de vous raconter jusque-là et qui avait été fortement encadré par Amaco. Alors après, donc maintenant, là, on avait la matière. Après, il nous manquait le process de fabrication. Donc pour ce faire, on a utilisé cette belle halle qu'on avait à disposition et on a parce qu'on avait dit au maître d'ouvrage, soit on commande des briques, en l'occurrence, je ne sais plus d'où ça venait, c'était assez lointain, et eux, ils avaient vraiment envie d'utiliser une terre, ils étaient très intéressés par la démarche, soit on apprend aux gens du secteur à faire des briques. Donc là, il y a eu une démarche de leur part qui était assez intéressante, qui était de dire, on va organiser des chantiers participatifs, donc ça c'était l'essentiel de ce qui a été produit, et on va utiliser un fonds de valorisation de l'économie, des acteurs économiques locaux pour faire venir Amaco en formation pour qu'ils reçoivent la même formation que moi, que celle que j'avais reçue moi, mais en accéléré et plutôt à destination de maçons. Donc il y a une dizaine de maçons, ce n'est pas la photo que vous voyez là, mais il y avait une dizaine de maçons qui sont venus sur place et qui ont reçu cette formation de la part d'Amaco. Donc c'était vraiment un transfert de savoir-faire. Et ces artisans qui avaient l'habitude de manipuler, qui ont d'ailleurs toujours l'habitude de manipuler le béton, se sont rendus compte que c'était finalement assez proche, en tout cas dans la philosophie. Et vous verrez plus tard que l'un d'entre eux, qui a été formé donc à disposer d'un certificat de formation, a pu avoir le marché à l'appel d'offres de maçonnage des briques. Voilà, donc maçonnage des briques, ça veut dire qu'il fallait fabriquer 18 000 briques. Donc là, j'en reviens maintenant à l'autre partie de l'initiative qui consistait à produire ces 18 000 briques. Alors très honnêtement, au début, on ne s'est pas rendu compte de ce que c'était que 18 000 briques. Donc on s'est lancé dans un élan comme ça c'était par ailleurs très grisant et très, très agréable à organiser. Le maître d'ouvrage a beaucoup appuyé, relayé l'initiative. Et donc, pendant 3 sessions d'environ une semaine, il y a eu constitution de groupes de fabrication de briques sous la forme d'ateliers où on vient apprendre en contrepartie d'une production de 1, 10, 20 ou 50 briques. Et assez bizarrement, ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment autour de 300 personnes qui sont venues. Personne ne savait comment s'y prendre et tout le monde est reparti en sachant. Et à la tête de chacun, quand même, pour que ce ne soit pas la foire totale, il y avait un permanent ou une permanente qui encadrait le chantier, sans quoi ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et c'était à chaque fois des personnes qui avaient suivi le DSA Terre. Donc c'était pareil, un emploi financé par la commune pendant une semaine. Et il y avait donc une personne du DSA qui venait encadrer. Donc après, évidemment, tout ça s'est relayé sur la commune et la Comcom. Il y a des scolaires qui viennent, qui viennent se faire expliquer le projet. Il y a des réunions d'explication, ça c'était un peu plus tard. Voilà, ça c'est vraiment le quotidien du chantier de briques.
le stockage, parce que l'air de rien, il y a beaucoup de stockage. C'est pour ça que je disais que dans une prairie sans rien, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça, c'est les moules des adobes avec la dimension qui avait été souhaitée. Voilà, puis évidemment des photos très belles. Là, c'était notre banque avec nos lingots. Et puis des essais de maçonnage. Alors au début, on se dit, oh là là, ça va être compliqué. C'était vraiment pas évident parce que on voyait que ça prenait énormément de temps, d'initiative, de sueur, et à la fin, on n'était pas forcément sûr de notre résultat. Donc ça, c'était un moment un peu de doute, mais bon, une fois que c'était parti, c'était parti. Hein. Donc on a pu faire sécher comme ça les briques, les retourner, les stocker, les mettre en plein air. Ça, c'était les ateliers manuels. On y est allé à pas mal d'agences aussi sont venues se former, l'agence nancéenne. Oui, ça c'était un petit accéléré. Donc vous voyez, on n'est finalement pas si mal installé quand on a un abri et on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. C'est des panneaux de coffrage qui sont découpés de manière à former des moules. Et puis ça va assez vite. Bon, même si là c'est accéléré, mais voilà. Les élus sont pris au jeu, ils sont venus aussi faire des briques. Et après, c'est devenu un peu le truc. Dans une commune comme Neuve-Maisons, venir faire sa brique, c'était venir participer et passer un bon moment citoyen avec le voisin. Pendant les vacances, il y a eu plusieurs sessions qui ont eu lieu pendant les vacances. Ben, il y a des ados qui tournaient un peu en rond pendant leur congé, qui sont venus passer quelques après-midi. Et on a trouvé que ça avait vraiment bien fonctionné sur l'aspect citoyen, finalement, de la démarche. Et ce que ça avait vraiment très intéressant aussi, c'est que ça a permis d'ouvrir le chantier. Et ça, on le dit jamais assez, mais ouvrir les chantiers, c'est quand même quelque chose qui est absolument essentiel. Et donner accès aux habitants et aux riverains à un chantier, plutôt que de mettre des barrières opaques où il est écrit en gros que surtout il ne faut pas y rentrer, c'est quand même pas la même euh, euh, appropriation du bâtiment à venir, surtout quand on est comme ça dans des bâtiments qui font un peu symbole. C'est quand même très institutionnel, c'est le siège de communauté de communes. Voilà, il y avait quelque chose d'assez évident là-dedans. Ça, c'est un peu plus tard, quand les briques avaient séché. Donc, ça a séché quelques mois. Donc, il y a aussi un planning à mettre en place pour que tout ça puisse avoir lieu correctement. C'est-à-dire que les briques ont été produites pendant ou avant l'appel d'offres, je ne me souviens plus. C'était par anticipation. Et c'était donc un marché de maçonnage des briques fournies par le maître d'ouvrage. Donc là, vous les voyez, les premiers tests. Donc vous voyez la fameuse paroi porteuse contreventée dont on a fait le choix de ne pas les mettre entre les briques, on a fait le choix de ne pas les mettre entre bois. Pourquoi? Déjà pour une bête raison acoustique, parce que sur chaque bois, il y aurait eu un pont. Et le retrait nous montre aujourd'hui on a bien fait, parce qu'il y a toujours un peu de retrait. Et plus le mur il est continu, et mieux c'est. Et l'autre raison, c'est que ce qui forme mur, l'ensemble bois plus terre, n'allait pas avoir la même aspect d'un côté et de l'autre. Ça nous intéressait bien aussi. Côté circulation, on voit plutôt les bois et la terre en retrait. Et du côté des bureaux, on voit plutôt la terre et uniquement la terre. Donc ça, c'est les premiers tests. Voilà, le maçon, il était assez détendu, assez content de la manière dont ça se déroulait. En fait, il nous manquait 3000 briques. À la fin, on était à 15 000, il en fallait 18. Topo, il nous en reste bien 2000 en trop. Mais bon, ce qui est rigolo, c'est que le maçon a pris dans les stocks. En fait, on a eu beaucoup de moins de chutes que prévu. Et ça, on ne le savait pas au départ. Et le maçon qui a maçonné ce truc-là est allé faire une partie d'autre bâtiment dans la commune d'à côté pour des confrères qui s'étaient lancés dans l'aventure sans vraiment mettre les moyens pour le coup. Et ils ont fini par venir racheter des briques à 7 comme là. Et le maçon est allé les poser. Donc c'est assez marrant aussi que ça ait fait tache d'huile. Donc là, vous voyez toute la structure du bâtiment avant que les murs ne soient formés. Et là, ça, c'est une vue côté bureau ou côté salle de réunion, avec le séchage qui est en cours en partie haute. En partie basse, c'est déjà sec, les joints. Donc les joints, c'est le même mélange que la brique en elle-même. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des équerres métalliques de reprise des efforts à raison de 1 au mètre carré à peu près.
Donc ça assure la compatibilité mécanique entre les poteaux bois et la paroi terre. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, que on avait d'une certaine manière fort bien fait de se limiter à déjà 13 cm, ça faisait 18 000 briques. Si le mur en avait fait le double, disons 20 ou 25, bah, ça aurait été non pas 18, mais 30 ou 35 000 briques. Et là, pour le coup, ça n'aurait pas été possible du tout. Tout simplement parce que le chantier participatif a ses limites et c'était déjà très ambitieux. Voilà, donc ça, c'est le bâtiment en cours, l'extérieur. L'atrium qui est en cours, bah là, il est quasiment terminé. Ça, c'était avant. Donc, c'est quand même un bâtiment qui est essentiellement en structure bois, hein. Mais il y a cette masse intérieure là qui va sans doute nous améliorer le bilan, enfin, un certain nombre de bilans, carbone, thermique, en été et en hiver. Là, on a fait une grande maquette qu'on a mis dans la maison du projet, sur place. Je m'excuse, je n'avais pas vraiment préparé le diaporama avec une diapo de début, une diapo de fin, mais je crois que c'était un peu convenu comme ça. Je vais remettre des photos de chantier. Et aujourd'hui, c'est quand même. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments où on a eu un peu chaud, on a eu un peu peur, on s'est dit, oh là là, dans quoi on s'est embarqué. Et puis, maintenant que c'est derrière un peu tout ça, finalement, le fait de ne pas l'avoir fait trop à la légère, c'est-à-dire le fait de s'être entouré d'Amaco, qui est quand même un peu la garantie que il n'y aura pas trop de retrait, trop de fissuration, trop d'abrasion sur les murs. Ça, c'est vraiment des questions qui sont permanentes et c'est des stress pendant le chantier parce qu'on se dit, est-ce que c'est la bonne formulation? Est-ce que je sais pas quoi? Et le fait de s'être appuyé sur quelqu'un qui, pour le coup, avait déjà l'expérience de briques d'Adobe, c'était quand même assez nécessaire et ça nous a sans doute mis à l'abri d'improvisation qu'on aurait été plus susceptible de faire sans eux. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai un petit peu retenu. Et aujourd'hui, le rendu, c'est pas du tout celui que vous voyez à l'écran, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus sec et homogène. Je transmettrai des photos à l'occasion mais c'est beaucoup plus proche de cette photo-là en partie basse. Et comme, bon, là, toutes les photos que je vous ai montrées, c'est très en chantier, donc c'est un peu le bazar partout. Maintenant, les bureaux sont finis, nickel, et il n'y a plus que ces surfaces-là qui sont un petit peu texturées. Le reste, c'est du sol souple. Ici, voilà, il y a des parements peints, il y a des plafonds nickel. Ça devient très très beau, très très noble et bah, je dois dire voilà, on a eu des moments un petit peu de chaud, mais on est très content du résultat et le maître d'ouvrage également. Merci beaucoup Benoît là pour ces explications. Le projet est sublime, hein, un chantier qui est à la fois une place publique, une école, qui rend toute sa noblesse à des matériaux pauvres. Enfin, on est complètement dans la démarche j'espère qu'on essaie tous de poursuivre. Alors, juste pour pas que ce soit trop le bazar, parce qu'on va pas passer aux questions, je propose de suivre l'exemple d'Albert Roland qui pose ses questions dans le chat. Et comme ça, si vous voulez, j'ai accès au chat, Benoît, et on peut lire les questions ensemble, une après l'autre. Comment avez-vous abordé le coût des poses des briques? C'est un temps long et main-d'œuvre, donc un budget conséquent. Ouais, bah ça c'est pareil, ça fait un peu partie des choses où on se jette sans trop savoir où on va. En fait, on était parti d'un coût de briques. Ouais, on avait dû se dire, dans le pire des cas, on pourra rebasculer sur de la brique de terre cuite. Donc on était parti sur un budget de briques à hauteur de, je sais plus, à l'époque ça devait être 220 euros, la brique de terre cuite fournie posée dans un contexte comme celui-là. Et c'était une fois qu'on avait budgétisé ça qu'on a essayé avec le maître d'ouvrage de trouver une variante plus contextualisée. Donc voilà, cette histoire de la terre locale dont je vous ai parlé. Mais la grosse différence, c'est que en fait, elle a dû coûter ce prix-là, mais la brique en elle-même n'a rien coûté. Hein, je vous l'ai dit, la terre, elle a été offerte. La main-d'œuvre était bénévole. Donc, mais elle a dû à peu près coûter ce prix-là en mise en place d'encadrement du bénévolat pour payer les jeunes qui venaient
de Hamaco, là, du DSA, construction terre. Voilà. Donc, on pense qu'il faudrait que je fasse faire le bilan, parce que du coup, ce n'est pas les mêmes budgets, mais on suppose que ça a coûté le même prix, sauf qu'on a fait un transfert de compétences et que dans les 300 personnes qui sont venues, certaines ont souhaité poursuivre. Alors, on ne sait pas trop où ils en sont aujourd'hui. Ça serait intéressant de faire le point, mais il y a en particulier 2 femmes qui avaient souhaité s'installer comme briquetières dans le secteur. Sujet assurantiel, bureau de contrôle, ATEX. Ouais, alors là, ça c'est le gros sujet, c'est un peu ce qui fait en général peur et ce qui coupe les pattes à tout le monde. Mais en réalité, on n'a eu aucun problème. Alors, vous allez me dire, tant qu'on n'a pas de sinistre, on ne le saura pas, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas passé en force. Le bureau de contrôle a non seulement été mis dans la boucle très tôt, mais en plus, elle a participé à toutes les étapes, y compris la fabrication de briques avec sa fille. Et par ailleurs, il y a aussi des documents qui existent, qui sont faciles à trouver et que Hamaco diffuse sur les cahiers de bonnes pratiques de ce type de briques. Et en réalité, pour être assez proche, moi, d'une briqueterie artisanale qui fait des briques, il n'y a pas plus d'avis techniques sur les briques cuites en réalité. Pourtant, on les utilise, on en utilise beaucoup. Donc, la brique de terre crue que je vous ai montré là n'a posé aucun problème à personne, pas plus au bureau d'études qu'au bureau de contrôle. Elle a été simplement conçue et mise en œuvre avec des notes de calcul. C'est-à-dire qu'au-delà de la formulation, qui n'est pas vraiment une note de calcul, mais qui a été faite par quelqu'un qui était d'ailleurs missionné pour le faire. Hein. Il y avait une mission officielle pour la caractérisation des terres. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et donc, si demain il y avait un sujet, peut-être qu'on pourrait, on pourrait revenir vers Hamaco en demandant ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passera rien parce que, en tout cas, s'agissant de la brique en elle-même, puisqu'aujourd'hui elle est stable, elle ne sera plus instable. Elle est inerte maintenant. Et ouais, après la stabilisation mécanique, ben, c'est une note de calcul avec les fameuses équerres métalliques dont je vous ai parlé qui reportent les charges, les efforts au vent sur la structure bois. Donc ça, c'est une note de calcul. Après, il y avait des fractionnements tous les 5 ou 6 mètres comme tous les murs maçonnés. Donc ça, après, c'est le DTU 20, c'est le DTU 20.1 qui s'applique. C'est de la maçonnerie classique. Hein. Et ATEX, non, bien évidemment que non, parce que le jeu n'en valait absolument pas la chandelle. Et il n'y a rien d'expérimental, en fait, là-dedans. Ça pourrait très bien être n'importe quelle brique cuite qui soit à la place de cette brique-là, ça serait exactement la même chose. Alors, le bureau d'études, ben, je vous dis, alors, Hamaco était quand même le plus sachant sur le sujet. Nous, on s'est formés. Il y a Barthès Bois qui a calculé la compatibilité de la paroi terre avec la paroi bois et l'histoire des joints de fractionnement. La pose a été faite par le chantier école ou par des pros. Alors, donc je réexplique. La fabrication, on en avait 18 000 à fabriquer. Il y en a 15 000 qui ont été fabriqués sous la forme de 3 chantiers de bénévoles. Donc, des gens absolument pas formés à ça, mais qui se sont formés par le biais des chantiers participatifs. Qui étaient des chantiers encadrés par des sachants. Et ensuite est venu le temps de terminer des 15 à 18 000 briques. Il restait 3 000 briques à faire. Donc ça, c'est l'entreprise Drouot, qui est un maçon du coin qui s'est formé dans le cadre de ce que j'ai expliqué au début et qui a poursuivi la production des 3 000 briques manquantes avec sa femme, qui est son associé aussi. Donc, ils ont continué à fabriquer avec cette fois-ci de la main-d'œuvre qui était de leur ressort, parce que le biais chantier participatif n'était pas forcément compatible avec celui d'une entreprise artisanale qui allait produire les 3000 briques manquantes. On a préféré qu'ils gèrent ça eux-mêmes. D'ailleurs, ça, c'est peut-être les 3000 briques qui ont coûté le plus cher finalement à produire. C'est aussi ça qui a probablement fait qu'on est toujours dans les 200 € du mètre carré de fourniture et pose de briques. Et la pose, c'est le fameux Drouot
qui est donc un maçon traditionnel, qui s'est formé dans le cadre du budget dont j'ai parlé au départ, et qui a ensuite maçonné les briques qui vous ont été présentées. Donc là, plus question de bénévolat, rien du tout, c'est un marché de pose de briques fournies par le maître d'ouvrage. Ça se fait beaucoup en patrimoine, ça, par exemple. On fait la même chose là, sur une maison de santé où on achète les tuiles chez le tuilier artisanal et l'entreprise, le couvreur, pose les tuiles mises à disposition par le maître d'ouvrage. Alors ensuite, justification stabilisée structurelle, ben ça c'est une simple note de calcul qui calcule l'élancement du bâtiment et la nécessité du bâtiment du mur, pardon, et la nécessité de mettre des équerres de report de charge sur la structure bois, et à la fin elles sont dissimulées, donc on les voit nulle part. Proposition de la terre au concours ou demande initiale. Alors non, elle était, enfin, à vrai dire, je ne sais plus si c'était proposé au concours. Je crois que c'est quelque chose qui a un peu émergé en phase, disons, APS. Il y avait peut-être l'idée, mais on ne savait pas encore. Au début, on voulait faire du pisé, hein, évidemment. Pisé, c'est tellement beau qu'on s'est dit on va faire du pisé. Mais le pisé, dans des épaisseurs comme ça n'a pas vraiment de sens. Je m'étais pas mal entretenu avec Timur Hersen, qui est un peu spécialiste. Et il m'avait dit, faire du pisé en 15 dp, ça n'a pas vraiment de sens. Et moi, là, je ne voyais pas non plus l'intérêt de mettre un mur de 50 pour le plaisir, parce que ça me semblait surdimensionné, d'une part, et ça allait empiéter des mètres carrés, ça ferait des volumes de terre colossaux. C'était un coût qui était complètement pas réaliste. Hein. On est à 1000 euros du mètre carré en pisé, hein, à peu près, fourni posé, ou 800 dans le meilleur des cas. Et donc, ouais, on a bien essayé de réfléchir à, plutôt que d'empiler des adobes, faire des murs en pisé, mais finalement, ça a été assez vite écarté. Ce n'était pas la philosophie du pisé. À quelle phase du projet vous êtes-vous formé chez Amaco? Alors, en AP, en esquisse. En esquisse, on est parti chez Amaco pendant 3 ou 4 jours. Quel impact sur le temps d'étude? Oh là, bah ça, c'est énorme, mais en même temps, comme c'est un investissement sur l'avenir, on va dire. Donc, c'est du temps qu'on va pouvoir réutiliser sur d'autres projets. Même question pour la recherche de la ressource et la caractérisation des terres. Ça a été finalement assez rapide, parce qu'à Mako, ils sont très rodés à ce type de problématique, et ils savent très vite où aller chercher les terres. Bon, après, je ne sais pas ce qui serait passé si on n'avait pas trouvé ces 2 terres. Au départ, on comptait plutôt sur des terres d'excavation sur des chantiers de la communauté de communes. J'étais même un peu naïvement, je m'étais dit, il y a 27 communes, il y en a bien 2 ou 3 des 27 qui vont avoir une ancienne tuilerie ou un champ d'argile dans leur pâture. Et puis, en fait, rien n'a vraiment remonté par ce biais-là. Quel impact sur le temps d'étude? Bah, ça, c'est beaucoup de temps d'étude, mais encore une fois, c'est de l'investissement. Et le délai de chantier sur le lotaire, bah ça c'est pareil, c'est assez long et c'est très imprévisible quand vous dépendez d'un système de bénévolat, puisque le bénévolat le bénévole par définition, il vient ou il vient pas. On ne peut pas exiger de la présence en continu de bénévoles. C'était aussi un peu peut-être la limite de l'exercice. Délai de chantier, ben, il y a eu 3 sessions de fabrication de briques d'environ une semaine, donc 3 semaines de fab. Et ensuite en pause, notre monsieur Drouot, je pense qu'il s'est un peu planté sur le temps de pause. Il avait fait des essais. Il s'était chronométré à empiler des briques avant de rendre son planning. Et le fait est qu'on a eu un souci sur le chantier en hiver. Parce qu'il a maçonné ses briques à l'intérieur en hiver, et par ailleurs, le bâtiment a pris l'eau. Et du coup, on a eu un délai de chantier qui a été dépassé et qui a fait un peu les affaires de Monsieur Drouot, puisqu'il a pu ce qu'il avait prévu de faire en 1 mois ou en 2 mois, il l'a fait en 4 mois. Mais en même temps, ils n'étaient pas nombreux non plus, parce que c'est des petites structures, donc ils étaient 3. Tout ça était très artisanal. Maintenant l'idée, ça serait de faire ça de manière beaucoup plus classique, avec des fournitures, des temps de fourniture qui soient moins longs, et des temps de pause avec des ouvriers qui soient plus expérimentés, ce serait mieux.
Le phonique, eh ben, ça c'est simple, hein. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est ça qui a défini la largeur de la brique. Les 13 centimètres, c'était un calcul sur l'affaiblissement acoustique d'une masse telle que celle de l'adobe. Donc je ne l'ai plus en tête, hein, ça doit être une densité, une masse, quoi. Et de part et d'autre de la cloison. Donc c'est un peu comme si on avait monté une cloison en carreau de plâtre, à peu près. Retour sur les perfs phoniques. Ben, phoniquement, ce qui est sûr, c'est que ça crée l'affaiblissement acoustique escompté. Alors, là où il faut être vigilant, c'est que c'est pas en partie courante qu'il y a des difficultés, c'est sur les périphéries. Sur les périphéries, là, on a utilisé des comprimandes à certains endroits, notamment pour l'intégration de la porte. Ça, il y a un comprimande ici qui fait le lien entre le dormant de la porte et cette arête qui n'est pas droite, hein, puisqu'elle est très artisanale, donc elle n'est pas droite. Donc il y a un peu des ruses comme ça, mais en phonique, on l'a encore essayé tout à l'heure, ça marche extrêmement bien. Est-ce que tu auras un planning de chantier à partager pour qu'on se rende compte du temps de la matière? Ben, je n'aurais pas forcément de planning à vous partager, mais je vous dis 3 semaines pour produire 18 000 briques, donc ça fait à peu près 6 000 par semaine, à raison de une vingtaine de personnes à chaque fois. Nous, on est venu une fois avec l'agence, on a fait, on devait être une trentaine, une journée, on a fait 1000 briques. On est assez content de ce score. Est-ce que tu es là pour qu'on se rende compte? Qui a formulé du coup? Alors c'est Amaco qui a formulé. Cratère et Amaco, c'est un peu cousin, hein. Ouais, c'est ce que tu disais, tu as envoyé des échantillons à Grenoble, du coup, Voilà, c'est aux grands ateliers. Amaco, Cratère Cratère, je crois qu'ils dépendent un peu plus de l'école d'archi, et Amaco, ils sont vraiment aux grands ateliers. Donc nous, on a plutôt eu affaire à Amaco, qui sont plus dans le fer, disons. Ouais, c'est vachement formateur pour nous aussi parce que du coup, on voit un exemple concret là de chantiers qu'on a envie de mettre en place mais qui font peur parce qu'on ne sait pas vraiment où on va et de savoir que certains y arrivent quand même parce qu'il y a quand même une grosse relation de confiance quand même à mettre en place avec la maîtrise d'ouvrage, avec les Ah, équipements. c'est vrai que ça, c'est typiquement le genre de projet. Il faut déjà le maître d'ouvrage, il faut la bonne commande. Il ne faut pas être dans des niveaux règlement. Là, il est grand le bâtiment, mais on est en 5e catégorie. On n'est pas sur des tenues au feu particulièrement élevées. Là, sans doute qu'on aurait été plus embêté. C'est pour ça que c'est plus difficile à utiliser dans d'autres catégories de RP, puisque là, j'ai pas de degré coupe-feu à justifier. Ça aurait été beaucoup plus sorcier, je pense, à ce moment-là. Là, on a un simple pare-flamme une demi-heure, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la murette, là, ça, au départ, c'est parce que c'est noyé dans la chape, la murette que vous voyez peut-être encore à l'écran, sur laquelle on vient implanter la terre qui n'est pas stabilisée, je rappelle, donc elle est vulnérable aux remontées d'humidité. On a utilisé, au départ, on voulait mettre des briques de terre cuites les unes sur les autres, mais ça faisait faire des superpositions de briques avec un temps de maçonnage qui était un peu long et un rendu qui n'était pas forcément garanti. Et du coup, moi, j'ai suggéré qu'ils se fassent découper des murettes, des bordures, en fait, en pierre calcaire. Vraiment hyper simple. On a essayé de la choisir dans la teinte du sol. Le sol, il est à peu près de cette teinte-là. Et aujourd'hui, cette murette, elle permet de remonter la première assise de briques à une certaine hauteur pour qu'il n'y ait pas de risque de remontée de capillarité. Et ça forme plante naturellement. Donc, c'était encore un biosourcé additionné, mais plutôt dans une logique de bon sens. Comment j'ai convaincu la maîtrise d'ouvrage? Bah, je dois dire que là, on est quand même fort bien lotis. C'est des gens qui avaient envie d'aventure. Non, disons que c'est des gens qui n'ont pas peur. Et puis, c'est des gens à qui il n'y a pas besoin d'expliquer 50 fois tout ce qu'on se raconte entre nous. Toutes les vertus de ce type de projet, ils les pigent instantanément. Et, et ça, c'est quand même assez facilitateur. On ne ferait pas ça dans toutes les communes. C'est pas forcément si facilement reproductible. Donc, après, dans ce qui est de convaincre, je dois dire que la Terre, elle a quand même quelque chose de très séduisant. La Terre, elle est
indiscutablement, elle fait l'unanimité. C'est assez dingue. Le bois, il y a toujours quelqu'un pour dire mais ouais, mais ça vieillit mal. On a tous vécu ça des milliers de fois. La terre, c'est assez étonnant parce que ça met tout le monde d'accord. Ah oui, la terre, c'est super, la terre, c'est bien, la terre, on est plein mon jardin, la terre, c'est plein de symboles, c'est plein de vertus, il y a quelque chose d'assez unanime avec la terre. Avec la pierre aussi, mais je trouve que la terre, c'est encore plus évident pour tout le monde. Et, euh, et du coup, voilà, il n'y a pas eu tellement besoin de batailler, ils se sont complètement laissés faire. Après, c'est sûr qu'ils n'auraient pas été contents si on s'était planté. Donc, bon, on a mis aussi l'énergie qu'il fallait, et le temps, et les budgets aussi, parce que c'est vrai que c'est des heures qu'on a arrêté de compter. Mais non, ils sont vachement contents de ce truc-là. Après, il y aura peut-être un pourcentage qui vous dira à la fin, est-ce que c'est fini votre truc, comme ça se passe tout le temps aussi, par ailleurs, avec le béton ou que sais-je, le béton vu. Il y a toujours quelqu'un qui se demande, mais c'est pas réenduit? Ben non, c'est pas réenduit. Mais c'est de moins en moins vrai, cette histoire, à mesure que le bâtiment se termine, parce que tout est nickel. Et il n'y a que cette paroi-là qui apporte quand même cette texture et cette capacité à prendre la lumière. Et objectivement, ça met tout le monde d'accord. Et là, il y a beaucoup moins de questions. Du coup, je pense qu'on peut reprendre la parole un après l'autre. Ça sera un Ouais. peu moins monologue, du coup, que lire les questions du chat. Euh, Moi, j'en avais une autre. Alors, là, tu es en train de livrer le projet. Est-ce que si maintenant tu devais le refaire, sur quoi avec cette expérience acquise, Ouais. qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire ou qu'est-ce que tu t'appliquerais à toi-même pour éviter certains écueils? Franchement, ça va paraître prétentieux, mais il faudrait le refaire exactement de la même manière. La seule chose que j'aimerais faire avancer, c'est l'aspect un peu laborieux des choses. Parce que on va pas pouvoir indéfiniment, même si ça crée du lien, et c'est vraiment sincère, on va pas pouvoir compter indéfiniment sur la capacité d'usure des architectes à aller vers moins de carbone. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on sache, euh, faut qu'on puisse compter sur un développement de ces filières à une échelle un petit peu plus artisanale, voire semi-industrielle. C'est-à-dire que là, c'est une belle histoire. Et encore une fois, demain, je le refais la même chose et j'ai tout autant de plaisir et de satisfaction. Mais je pense que le biosourcé doit se structurer plus. Et alors, on y contribue, hein, chacun à notre manière. Là, ça aura peut-être donné envie à quelqu'un de développer le processus. Mais il est vrai que on aurait beaucoup moins de mal à avoir recours à ce type de produits s'ils existaient par le biais de micro-manufactures régionales, comme j'en parlais il n'y a pas longtemps à Rennes, à l'école d'archi. Pour moi, il faudrait qu'on puisse s'appuyer sur des cyclotères que tout le monde doit connaître autour de cette table, c'est-à-dire des entreprises de taille raisonnable qui produisent les matériaux dont on a besoin pour qu'on ait moins, nous, nécessité à organiser des choses extrêmement longues et compliquées à mettre en place et à orchestrer, et puis avec les prises de risque que ça génère malgré tout. Euh, voilà, moi j'aimerais voir, mais je pense que vous aussi, hein, ces solutions techniques émerger de manière plus organisée. Ouais, disons que c'est pas aux architectes de forcément s'occuper de la fourniture des ressources. Si, moi je trouve ça intéressant, mais ce qui est difficile, c'est de partir de rien. Alors c'est par ailleurs passionnant, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à aller, comme un cuisinier va chercher ses radis dans le jardin. Moi ça me plaît. J'ai aucune difficulté avec ça. C'est juste que j'ai besoin que la filière soit active et soit prise en main et soit produise des matériaux sur lesquels on ait moins de temps à passer, moins d'énergie à passer à ce qu'elles existent tout simplement, quoi. Il était question que l'EBE, la fabrique, se mette à fabriquer des adobes. Ah oui, alors la fabrique voulait dire Oui, alors si vous parlez de la fabrique à Buligny,
C'était effectivement une asso qui est dans les nombreuses personnes qui sont venues. Il y a une association de réinsertion qui est venue se frotter à l'exercice, mais manifestement, ce n'était pas leurs orientations à l'époque. Ils étaient intellectuellement intéressés, mais visiblement, ce n'était pas leur cap pour ces mois ou ces années qui viennent. Mais néanmoins, ça pourrait être tout à fait relayé par ce type de structure, effectivement. Ben voilà, par exemple, le lien là, qui a été, je vais le mettre là, ce qui a été envoyé par l'un ou l'une d'entre vous, ça c'est exactement ce qu'on a fait, sauf qu'on l'a fait avec, de manière très rudimentaire et que si quelqu'un se colle à l'exercice et potentiellement n'a pas peur d'aller chercher des avis de chantier ou des avis de quoi rassurer toute la question de l'assurabilité, eh ben, ce serait top. Parce qu'on aurait beaucoup moins à argumenter que ce qu'on a à le faire actuellement. Ouais, ça c'est très bien. Ouais, je ne sais pas qui c'est EM, mais merci d'avoir partagé les liens. Je les remettrai dans le mail récap. Ouais. Ils sont très actifs. On était en Bretagne la semaine dernière, participer à une table ronde là-dessus. Et ils sont vraiment ils sont plus organisés. Un immense merci à Benoît pour son retour d'expérience et pour avoir rappelé qu'un chantier participatif en marché public, oui, c'est possible, à condition d'anticiper, de coopérer et de garder le cap dans l'intérêt collectif. Merci aussi pour ce vent d'optimisme très concret, la preuve qu'avec une équipe engagée, un bureau d'études compétent comme Amaco, les artisans formés et une maîtrise d'ouvrage volontaire, on peut remettre les matériaux terre au cœur des projets publics et les réintégrer dans les règles, pas en marge. Le replay sera bientôt disponible une fois passé entre les mains expertes de mon ami Victor Nardin, que je remercie encore une fois chaleureusement. Dans la description, vous retrouverez le récapitulatif, les liens vers les sources évoquées, notamment autour de la terre crue et des filières biosourcées, et bien sûr mon contact si vous souhaitez proposer un sujet, partager une expérience ou porter une revue. Je le répète souvent, mais c'est important, les revues de projet, ce n'est pas seulement un rendez-vous, c'est un lieu de partage des savoirs, un espace transdisciplinaire où chacun apporte une pièce du puzzle, où chaque retour nourrit la communauté de la frugalité heureuse et créative. Merci à tous et à toutes pour votre présence, vos questions et votre enthousiasme. On se retrouve dans 2 mois pour une nouvelle rencontre, et d'ici là, belle fin de journée à vous, un excellent week-end et au plaisir de vous retrouver.